Si vous voulez aborder l'ensemble des sujets qu'il faut aborder pour construire une ville durable, effectivement, aussi bien le transport que les problèmes de développement économique, que les problèmes de construction, vous vous apercevez tout de suite. Alors, je vais peut-être prendre, vous m'en excuserez, l'exemple de la région Île-de-France, mais c'est quand même là que les plus importants problèmes se posent. Mais regardez ce qu'il en est. On a le maire qui continue à tenir le permis de construire, et on a dans un ensemble du Grand Paris, la zone dense qui fait 7 millions d'habitants, chacun des élus, chacun des maires qui réfléchissent à l'échelle de leur territoire. On a, si on remonte à l'échelle supérieure, un schéma directeur de la région, qui est porté donc par la région Île-de-France, qui fixe des objectifs de construction à des départements qui ne construisent rien, alors que ce sont les maires qui, en dessous, décident de tout. Alors certes, il y a des documents, les PLH, les PLU, qui doivent effectivement prendre en compte les documents de niveau supérieur, mais au bout du compte, on voit bien que ça ne fonctionne pas vraiment. En tous les cas, si on prend le critère de la mixité sociale, on voit bien aujourd'hui qu'on a une métropole qui est déséquilibrée, et si elle est déséquilibrée, c'est en partie parce qu'effectivement, l'émiettement du pouvoir en matière de logement est absolument réel. Et puis quand on parle du transport, c'est la région qui tient cette affaire, avec l'État, et on voit bien que le logement n'est pas traité absolument au même niveau. Donc le problème de la gouvernance politique, c'est un problème fondamental si on veut régler le problème du logement. Donc il y a des propositions qui... Alors, et j'ai envie de dire, c'est pas franchement un débat droite-gauche. Et dans un sens, tant mieux, c'est un débat qui transcende assez les courants politiques. Si on parle de la gouvernance du Grand Paris, on voit bien que dans les deux camps, il y a des tenants d'un conservatisme en matière d'organisation, et puis il y a des tenants d'une vraie révolution, et justement pour prendre en compte ce problème d'émiettement du pouvoir. Donc il faut penser à long terme, je ne sors pas de là, parce que rien ne serait pire devant l'urgence que de reproduire les mêmes erreurs que celles qu'on a commises dans les années 50 et 60. Alors certes, à l'époque, il n'y avait pas la décentralisation, vous me direz c'était plus simple, c'est l'État qui décidait de faire, et l'État avait les moyens de faire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans, la décentralisation est passée par là, il y a les problèmes budgétaires, mais les collectivités locales sont devenues partenaires incontournables. Sauf que les collectivités locales, chacun joue dans son coin, sur ses propres compétences et ses propres pouvoirs, et ça, il va vraiment falloir y revenir. Ce qui veut dire, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, les maires vont devoir lâcher une partie de leur pouvoir, et on voit tout de suite combien ça va être extrêmement difficile. Parce que moi, quand je mets en avant cette proposition, j'aime autant vous dire que même dans mon parti politique, je ne suis pas reçu de la meilleure manière possible. Je crois que l'étalement urbain, je reparle de la région Île-de-France, tout le monde a bien compris aujourd'hui qu'effectivement, on ne pouvait pas continuer ainsi. Donc il faut aller vers la densification. Le problème, c'est qu'il faut faire œuvre de pédagogie. Paris est l'une des villes les plus denses au monde. Qui dit aujourd'hui que Paris est une ville invivable, moche, etc. Personne. Mais quand en Seine-Saint-Denis, vous évoquez les 4000 à la Courneuve, alors que ça n'est pas dense quand vous regardez les ratios, c'est l'image de l'horreur absolue en matière d'urbanisme et de logement. Voilà, face à quoi on a à lutter, si je puis dire. Donc il faut effectivement faire œuvre de pédagogie du côté des élus, mais de l'autre côté de la table également. Il faut effectivement que les projets que nous affichons auprès de la population soient des projets qui s'intègrent dans la ville et qu'on ne pose plus comme ça des objets urbains, comme on l'a fait parfois dans le passé, complètement révolutionnaires, qui font souvent plaisir aux urbanistes et aux architectes, mais qui choquent une partie de la population. Donc voilà, ce à quoi nous sommes confrontés, et c'est parfois assez difficile. Quand on pose la question aux Français, est-ce que vous souhaiteriez devenir propriétaire? Alors je rajoute si vous en aviez les moyens, mais l'immense majorité des Français répondent oui. Donc je pense qu'il faut arrêter en ayant l'air de vouloir faire croire que les Français ne le souhaiteraient pas. Oui, en grande majorité, les Français le souhaitent, et il faut que les politiques essayent d'aller dans ce sens-là. La vraie question à se poser derrière, c'est effectivement comment faire à ne pas engager ceux qui ne le peuvent pas ou qui ne le pourraient pas dans des impasses qui les conduiraient dans la situation de beaucoup d'Américains avec la crise des subprimes. C'est ça la vraie question. Mais l'objectif d'une France de propriétaires, quand on dit ça, on sait bien que ça ne sera jamais 100% de la population, mais c'est un objectif louable. Parce qu'une fois la retraite arrivée, et la diminution des ressources, on sait bien que selon qu'on est propriétaire ou locataire de ce logement, ça peut tout changer.
Alors il faut trouver le bon compromis, effectivement, prendre en compte les charges, enfin il faut tout prendre en considération. Mais n'opposons pas une France de propriétaires, une France de locataires, ça me semblerait absurde. Par contre, se poser la question des moyens que la puissance publique met sur la table, vérifier effectivement que ces moyens ne contribuent pas à l'emballement du marché, ça c'est une vraie question que les politiques doivent se poser. Et sur le CELIer, moi c'est un débat que j'ai souvent eu avec lui, je pense que ça a contribué en partie à l'emballement du marché. Mais il va falloir s'interroger sur le fait de savoir si les aides personnelles au logement ne contribuent pas également à la flambée des loyers dans certains cas. Moi j'ai des exemples dans ma commune, de loyers à 25 € du mètre carré, vous entendez bien, en plein milieu de la Seine-Saint-Denis, et tout ça n'est possible parce que l'APL paye. Et donc on a des propriétaires, enfin des propriétaires bailleurs qui profitent effectivement de l'existence des aides personnelles. Je pense qu'il faut intégrer tout ça et effectivement repenser nos politiques. Moi j'essaye effectivement sur ma commune de développer l'accession sociale à la propriété. Et donc j'ai demandé à un bailleur social d'y travailler, puisque c'est une opération conjointe, et donc en conception-réalisation, il revient me voir en me disant, voilà, je vais pouvoir sortir des logements à 3 500 € du mètre carré, ou 3 400 € du mètre carré, quand l'accession privée sur ma commune se situe aux alentours de 3 700, 3 800. Alors effectivement, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'accession sociale au bout du compte? Je m'interroge comme vous. Alors, sur qui peut-on agir? Et on en revient à vos livres ouverts. Alors effectivement, soit sur celui qui construit sur sa marge, qu'est-ce qu'on peut espérer récupérer là-dessus? Et puis, après, de l'autre côté, qui amène le complément, effectivement, pour faire descendre le prix? Alors certains disent les collectivités locales n'ont qu'à le faire. Moi, je réponds, bien sûr. Le problème, c'est que quand vous construisez, vous avez besoin d'argent pour financer les équipements publics, c'est ce que je disais. Si en plus on vous demande de financer à bas prix le foncier, par exemple, pour faire descendre le prix, soit vous êtes dans une collectivité locale riche et vous avez les moyens de le faire, et il y en a, soit vous êtes dans une collectivité locale qui n'a pas forcément les moyens, et moi je ne peux pas le faire. Donc voilà, on est également confronté à ce genre de difficultés avec la casquette élu local. Mais, enfin, ça aurait pu être ma conclusion, mais je redis quand même quelque chose que j'ai dit d'entrée de jeu. Il va bien falloir agir sur tous les points d'entrée en même temps pour repenser la politique du logement. Parce que c'est pas seulement un truc par-ci, une mesure par-là, qui va nous permettre, j'allais dire, pas utiliser le terme de révolution, mais je pense qu'aujourd'hui, on est au bout d'un modèle. On est au bout d'un modèle. Et il va falloir repenser un modèle, voir les moyens que nous mettons en face, parce que tout passe aussi par là, et puis repenser les choses. Avec en tête une chose dont il faut sortir, à mon avis, dans ce pays, qui nous vient de l'époque napoléonienne. Le territoire ne peut plus être géré uniformément, et c'est encore plus vrai en matière de logement. Il faut avoir des mesures, des modes de gouvernance adaptés à la particularité du territoire. On ne pourra pas traiter la région Île-de-France comme on va traiter la Creuse et le Loiret. Or, et ça me permettra de tacler un peu l'article 55 de la loi SRU, mais moi je le respecte, tous les ans je respecte mes engagements triennaux, mais là, le drame de l'article 55 de la loi SRU, c'est qu'il traite les pavillons sous bois en plein milieu de la Seine-Saint-Denis comme on traite Guéret dans la Creuse. Bah, excusez-moi, je trouve qu'il y a un petit problème, et que, puisqu'on a tous au cœur l'idée de mixité sociale et d'égalité des territoires, il faut effectivement penser à la bonne échelle. Donc en région Île-de-France, il faut penser à l'échelle de la métropole. À Guéret, c'est certainement un autre problème. Et je constate quand même, il faut le redire, que tous les élus de droite ou de gauche étaient demandeurs, ils ont quasi tous porté des projets, et d'ailleurs il y avait bien plus de projets sur la table qu'il n'y avait de crédit, donc tous les élus de droite et de gauche étaient porteurs de projets, et tous les élus qui sont engagés dans l'ANRU 1 sont demandeurs d'un ANRU 2. Et si l'ANRU existe, je rappelle d'abord que c'est grâce à nos majorités successives. Un ANRU 2, Maurice Leroy a annoncé dernièrement, avec le patron de l'ANRU, qu'effectivement il faudrait un ANRU 2. On parle de 20 milliards d'euros à mettre sur la table. Il va falloir voir comment on trouve les moyens. Et il a également été dit, et je pense que c'est une bonne chose, que ces moyens seront véritablement concentrés, comme on l'a fait avec la dotation de solidarité urbaine. Là aussi, je rappelle qu'entre 2004 et aujourd'hui, elle a plus que doublé. 600 millions d'euros par an à l'époque, 1,3 milliard d'euros par an, et ça va principalement aux villes les plus en difficulté. Clichy-Montfermeil, dans la période que je cite en référence, c'est 10 millions d'euros
de plus par an entre la DSU, le FSRIF et le nouveau fonds de péréquation que nous venons de mettre en œuvre. Ça aussi, c'est apporté au crédit de nos majorités. Alors, sur le temps, vous avez l'air de dire que ça prend trop de temps, qu'il ne s'est rien passé. En fait, vous êtes élu local. Quand on transforme, on a la volonté de transformer un quartier d'une certaine importance, on voit bien qu'entre le moment où les élus présentent le projet, le moment où il faut faire les acquisitions foncières quand il y en a, le moment où il faut trouver les autres partenaires, parce qu'on essaye effectivement dans les projets en rue de faire de la mixité sociale, eh bien on sait bien que tout ça prend du temps, et il n'est pas très étonnant que ça soit à la 5e ou à la 6e année, effectivement, que la mobilisation maximum des crédits apparaisse. C'est ce qui est en train de se produire. Ça ne veut absolument pas dire qu'il ne s'est rien passé entre-temps. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un an rue 2 maintenant? Effectivement, parce que les premiers projets qui sont sortis de terre vont arriver à échéance et qu'il convient maintenant de réfléchir à un an rue 2. Il n'y a pas eu de temps perdu, entre les deux.